Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Paris pour ce nouveau numéro de C'est plus que du foot. Avec nous cette semaine, ancien gardien d'Espanyol Barcelone et de Malaga notamment, Carlos Kameni sera avec nous dans un instant. En attendant, je vous présente notre duo qui n'est pas tout à fait un duo pour l'instant. Tao, t'es en retard, Tao. Il y a Yanis qui est là, comment ça va? Bonjour à tous. Oh, ça va très bien, et toi, Nourri? Ça va, et Camille qui sera là dans un instant, il nous rejoindra directement pendant l'enregistrement. Donc, on appelle Carlos, il est prêt, je mets le jingle et on y va. Allô? Ouais, Salut Carlos, comment ça va? ça va Nourri et toi? Ouais, très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, je t'en prie. Donc je te présente Yanis qui est mon chroniqueur. Bonjour Carlos, enchanté, ça va bien? Ça va bien Yannis et toi? Ça va très bien, merci. Et Camille va nous rejoindre tout à l'heure. Donc Carlos, on va essayer de mener cette interview de manière un peu chronologique. Donc j'ai envie de te demander comment tout a commencé pour toi dans le football. Ah, comme tout jeune Africain dans les rues Ouais. de ma ville natale. Et après, aux alentours de 10 ans, je commençais à faire des petites compétitions interquartiers, d'où j'ai été repéré par la Sport Academy, Ouais. que j'ai intégré à l'âge de 12 ans. Ouais. Et après une saison passée à la Sport Academy à Douala, je suis allé faire un essai au Havre et c'est de là que tout est parti. Et d'ailleurs, je vois que tu as commencé dans ton lycée en tant qu'avant-centre, puis tu as reculé jusqu'à être gardien. Comment s'est passé ce changement? Non, j'ai pas reculé du tout. J'ai toujours aimé jouer dans le champ, Ouais. mais c'est vrai que quand j'ai fait les compétitions interquartiers, j'étais plus souvent dans les buts. Ouais. Donc j'ai été détecté en tant que gardien. Et c'est pour ça que ça a continué comme ça. Mais je n'ai pas reculé. À l'Acadie Sport a été faite en tant que gardien, donc j'ai plus voulu changer. J'ai continué, mais j'aimais bien faire gardien de but et joueur de champ. Ok, donc en 2000, tu vas rejoindre le centre de formation du Havre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que c'était pas Non, c'était avant. C'était avant, c'est en 97. Ok, donc c'est en 97. Est-ce que c'était pas trop dur pour toi de quitter ton pays si jeune et de quitter ta famille pour rejoindre Non, l'Europe parce le que plus vite possible? je pense que déjà très jeune, je savais ce que je voulais. Et c'était une opportunité pour moi, jeune Africain, de quitter le continent pour rejoindre un centre de formation comme celui du Havre. Donc, pour moi, ce n'était pas quelque chose de lourd. Je poursuivais ma passion et pour moi, c'était un rêve. Ok, et pardon, en fait, je me suis emmêlé. C'est en 2000 que tu vas participer aux Jeux Olympiques à Sydney. Et tu fais partie de la belle équipe des Épopées des Lions. Vous remportez la médaille d'or en battant l'Espagne de Puyol et de Xavi en finale. Est-ce qu'à ce moment-là, à 16 ans, tu te rends compte de l'exploit que vous venez de réaliser ou vous entrez dans l'histoire du football des JO? Non, du tout. À cet âge, on est très jeune pour réaliser ce qui est en train de se passer. Moi, j'étais juste dans mon nuage de jouer, de défendre les couleurs de mon pays et d'avoir gagné cette médaille d'or. On ne connaît même pas en ce moment sa valeur. C'est vrai qu'on est entouré d'aînés comme les Patrick Mboma, les Ito, les Jérémy, Lauren, qui savent de quoi il est question, mais moi j'étais dans mon petit monde. J'étais juste content de défendre les couleurs de mon pays. Ok, et juste ensuite, en février 2002, tu vas remporter la CAN qui va se dérouler au Mali. Vous allez battre le Sénégal en finale. Après avoir été champion olympique, tu deviens champion d'Afrique. C'est quoi ton sentiment après ce nouveau succès? Est-ce que là, Non, tu commences un peu à te rendre compte de ce qui se passe? d'un accomplissement et d'une fierté, d'une récompense du travail et des sacrifices. Donc, et ça donne encore envie d'en faire encore plus, de se surpasser. On est sur le toit de l'Afrique, on est sur le toit du monde avec la médaille olympique et on ne peut que espérer faire mieux et avancer parce que là-bas est déjà très haute. Ok. En été 2002, tu vas participer à ta première Coupe du Monde et vous allez terminer troisième de haute poule derrière l'Allemagne et l'Irlande. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette participation et à ton avis, qu'est-ce que tu aurais pu ajouter à cette équipe pour réussir à franchir les phases de groupe?
je pense que déjà, une satisfaction de représenter mon pays à une Coupe du Monde. Ouais. Ça, c'est le top. C'est le top pour un footballeur. Et vraiment un peu déçu parce que je pense qu'on avait un très grand groupe et gorgé de qualité pour pouvoir passer. Il faut le reconnaître que nous sortons troisième de la poule avec 4 points. Et c'est très rare de voir une équipe être éliminée avec 4 points. Donc, c'est pour montrer combien était élevé le niveau de la compétition. On aurait pu passer, on aurait pu faire une très belle Coupe du Monde. Et Carlos, après, en tant que champion d'Afrique, vous êtes qualifié pour la Coupe des Confédérations en 2003. Donc, d'un point de vue football, c'est une compétition réussie parce que vous battez notamment le Brésil et vous perdez en finale contre la France. Mais d'abord, j'ai envie d'avoir ton témoignage sur un drame qui a eu lieu pendant la demi-finale face à la Colombie. Marc-Vivien Foé s'est écroulé à la 72e minute du match, victime d'un malaise, et il est sorti sur civière. Le match reprend et se termine. Et quelques minutes après le coup de sifflet final, le médecin de la FIFA annonce le décès de votre coéquipier. À ce moment-là, comment on vous apprend la chose et comment vous gérez la nouvelle? Non, c'est difficile, très difficile, parce que pendant le match, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'on a le grand frère qui a fait un malaise et qui va bientôt nous retrouver. Ouais. Et on continue à faire le boulot. On gagne et quand on rentre au vestiaire pour fêter, on nous annonce que... On était même rentré au vestiaire, on nous a demandé de ressortir pour le décrassage. Et quand on est sur la pelouse, on veut commencer à trottiner, on nous annonce qu'il est décédé. Imaginez un peu le coup, c'était très dur. Ouais, c'était très dur et ça a été des journées, des nuits assez longues avant la finale. Et bon, c'est vrai que comme au départ, on a dit on aurait voulu ne même pas jouer, de rentrer avec le corps de notre frère au pays, mais après, il fallait continuer, on l'a fait et c'est un moment très douloureux de cette compétition et de l'histoire du football camerounais. Ouais. Est-ce que émotionnellement c'était le moment le plus dur de ta carrière? Oui, je pense que c'était le moment le plus dur parce que on est en plein bonheur entre les Jeux Olympiques, la CAN 2002, bon, pas la mauvaise Coupe du Monde, et on fait une très bonne Coupe de Confédération et ça arrive comme ça. Ouais. Ça casse tout, ça brise tout et vous savez, même quand vous apprenez le décès d'un étranger, vous êtes touché. Ouais, bien sûr, c'est douloureux. Combien un des vôtres. Et donc du point de vue du foot, comme tu as dit, vous jouez finalement la finale quelques jours plus tard et on a senti que vous aviez vraiment à cœur de faire honneur à votre frère à ce moment-là. Oui, on a joué pour lui. Hein. Ouais. On a joué pour lui. On ne peut pas dire autre chose. On n'a pas joué pour la beauté du sport. On n'a pas joué pour la nation. On a joué pour lui. Il est mort au champ de bataille. On voulait lui faire honneur et rentrer la tête haute. Ouais, c'est très bien la vérité. C'est un bel accomplissement. Ensuite, en 2004, tu vas rester au Havre. Tu auras connu tes premiers matchs professionnels. Quel souvenir tu gardes de ce passage en France? Non, mais je ne serai jamais reconnaissant au Havre pour tout ce que ce club a fait pour moi. Il faut reconnaître qu'avant d'être un homme, on passe par l'adolescence. Et j'ai eu 7 années de formation au Havre, de 97 à 2004. Donc, j'arrive à 13 ans, je pars à 20 ans. Il faut reconnaître que c'est beaucoup de temps passé au sein de ce club, cette grande famille, qui m'a donné les bases du football et de ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça a été de très belles années. Et même s'il y a eu des moments difficiles, c'est dans ces moments qu'on grandit et qu'on apprend. Donc, débuter avec le Havre, c'était en Coupe de la Ligue, c'était un match, c'est une expérience que j'ai gardée.
Et derrière ça, ça m'a permis d'être le footballeur, l'homme que je suis aujourd'hui. Et Carlos, en 2004, tu rejoins la Catalogne et l'Espagnol Barcelone. Donc d'abord, j'ai envie de te demander pourquoi ce choix de venir en Liga après ton expérience en France. Parce que enfant, j'avais les touches. En 2003, avec Bordeaux et l'Hip-Hop, ils voulaient à tout prix me faire signer. Le Havre avait décidé de me vendre en Angleterre, à Wolverhampton. Ouais. Ça ne s'est pas fait parce que j'avais pas encore, ils ne m'avaient pas donné le work permit. Ouais. Donc, je n'ai pas pu non plus rester à Bordeaux. Et comme le Havre ne voulait pas un prêt, Ouais. donc j'étais obligé de laisser couler la saison, de la perdre. Et en 2004, j'ai la possibilité d'aller en Angleterre, West Bromwich. Ouais. Et j'ai l'appel de Thomas Nkono qui était mon entraîneur de gardien de but en sélection et Ouais. l'entraîneur de gardien de but de l'Espagnol, qui m'a demandé de choisir l'Espagnol parce qu'il connaissait mes qualités. Il savait que là-bas, je pouvais mieux m'en sortir et facilement. Donc, bon, sans hésiter, j'ai cru en ses paroles et je suis venu. Ok. Est-ce que maintenant, avec un peu de recul, tu dis, t'aurais bien aimé avoir cette expérience en Angleterre ou pas? Non, avec le recul, si c'était à refaire, je ferais Les mêmes choses. le même parcours. Ouais. Ouais. Je suis passé dans un très grand club qui est l'Espagnol, Ouais. qui m'a beaucoup apporté. J'ai gagné des titres, j'ai gagné beaucoup de choses. Et je me suis fait un nom dans le football espagnol, une voie mondiale. Et c'est une très belle famille, donc j'ai beaucoup appris et franchement, je Donc suis aucun très regret. content. C'est vrai qu'après, il y a eu des possibilités pour l'Angleterre qui ne sont pas réalisées, mais moi, je crois en mon destin. Ce n'était pas fait pour moi et quand c'est comme ça, il faut l'accepter. Ok, donc tu parlais de titres là juste avant. En 2006, tu vas remporter justement ton premier titre en club avec la Copa del Rey. Tu vas offrir ce titre à un club qui est pas trop habitué à gagner des trophées. Et j'ai envie de te demander, quel est ton souvenir par rapport aux supporters d'Espanyol? Parce qu'on sait que Barcelone a un autre grand club dans la ville et que souvent les Barcelonais sont pour le Barça. Et on a tendance à dire que les supporters de l'Espagnol sont des vrais amoureux de football. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, cet amour, au moment où tu Bah, gagnes cette Copa? bien sûr. Et je voulais même te dire que quand on a tendance à dire, mais il faut vérifier que les Barcelonais sont pour Barcelone. La plupart, même beaucoup de qui sont aujourd'hui au Barcelone, vont te dire qu'avant, ils étaient de l'Espagnol. Ouais. C'est les vrais amoureux de football. C'est facile de supporter une équipe qui gagne tous les jours. C'est encore plus difficile de supporter une équipe qui n'est pas habituée à la victoire. Et c'est là où on sent vraiment l'âme du supporter. Donc, j'ai une très bonne relation avec les supporters de l'Espagnol qui m'adorent et déjà aussi pour ce que j'ai apporté à ce club, pour ce que j'ai fait et comme footballeur et comme personne. Et cet amour et ce respect réciproque. Donc salut Carlos, moi la question que je veux te poser c'est qu'en 2008 tu es titulaire avec les Lions à la Coupe d'Afrique où vous atteignez la finale et vous perdez contre l'Égypte 1-0. Est-ce que ça reste un des plus gros regrets de ta carrière cette finale perdue contre l'Égypte? Oui, je te le dis comme ça, mais tu m'aurais demandé sans me parler de cette finale, je t'aurais dit que c'était le plus grand regret, c'est cette finale-là, parce que même si je l'ai gagné en 2002, j'étais dans l'effectif, j'étais remplaçant, c'est Alioune Bouka qui avait fait une très grande CAN, qui jouait. Moi, j'aurais voulu offrir une autre CAN à mon pays. Et je pense que j'étais très bien parti pour le faire. On avait fait une très grosse CAN. Mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. Et franchement, c'est pour moi l'un des plus grands regrets. Ouais. Et d'ailleurs, lors de cette CAN 2008, elle est éliminée par le joueur phare de ton équipe, bien sûr, la légende Samuel Eto'o. Et tu as joué avec lui tout au long de ta carrière, même aux Jeux Olympiques en 2000 et tout. Et jusqu'à la fin de sa carrière en sélection. Est-ce que tu peux nous parler de ce joueur plus Parler de, personnellement? parler de lui, on n'aura pas assez de temps. Hein. Il faut des heures, des jours, des semaines. C'est un sacré joueur qui, heureusement, aussi est passé par la même structure que moi à la Cadisport Academy, à Douala, qui déjà tout petit savait où voulait aller.
et comment faire pour y arriver. Et il a démontré aux yeux de tout le monde, c'est un joueur, c'était un joueur fort caractère, une forte personnalité et qui a presque tout gagné. Donc, la seule chose, c'est des chapeaux pour sa belle carrière. Ouais. Et d'ailleurs, sur son caractère, on sait qu'il a un fort caractère. Est-ce que tu peux nous parler de lui plus en détail, dans le Non, vestiaire et tout? les détails, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un fort caractère, il se laisse pas marcher dessus, il est convaincu de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de ce qu'il peut apporter. Et il va au-devant des choses. Donc, ça, c'est lui, ça. Ok. Donc, à partir de 2009, tu es coaché à l'Espagnol par un jeune coach qui a entraîné par la suite de très grands clubs. Je te parle de Mauricio Pochettino. Quel souvenir tu gardes de ta collaboration avec lui? Non, il faut dire que le souvenir, c'est d'abord d'avoir eu un coéquipier, Ouais. parce que il a été mon coéquipier pendant ces dernières années de joueur. Oui, ça s'est passé très bien. On a eu une première année quand il prend l'équipe au mois de décembre, quand on est en zone de relégation. Tout se passe bien, on se maintient, mais c'est vrai que l'année d'après, ça s'est un peu détérioré avec beaucoup de départs et des petites situations dans le vestiaire. Et qui fait qu'à la fin, la deuxième année complète, ce n'était pas trop ça. J'étais l'un des leaders, j'étais capitaine, je jouais, mais la relation n'était plus celle qu'on avait d'attendre parce que j'étais le dernier qui restait du vestiaire qu'il avait côtoyé comme joueur. Et ce n'était pas évident. Bon, après, moi, je suis parti à Malaga. Il a continué une saison avant de partir à Southampton. Et justement, est-ce que donc c'est le fait que tu sois le dernier, enfin le plus ancien dans le vestiaire et que tu l'aies côtoyé en tant que joueur, c'est ça qui te pousse à quitter l'Espagnol et à aller à Malaga? Oui, bon, je pense que c'est ça parce que moi, je ne voulais pas partir. Et ce sont eux qui m'ont amené à partir. Donc, je ne sais pas les raisons principales pour lesquelles ils voulaient que je parte, mais pas moi, je n'avais pas demandé à partir. Je n'ai pas été chercheur. Mais je sais que lui, il a demandé au club. Donc, ce sera à vous de lui demander. Moi, je ne sais pas les raisons qui ont motivé cette envie de me voir partir. Et d'ailleurs, en parlant de Malaga, à partir du moment où tu vas les rejoindre, ils vont réaliser une excellente saison en Liga, où ils vont finir quatrième. Tu vas aussi découvrir la Ligue des Champions sous les ordres d'un très grand coach, Manuel Pellegrini, qui avait déjà coaché le Real Madrid. Quel souvenir tu gardes du Chilien? Ah, de très bons souvenirs. De très bons souvenirs. Avant d'être un entraîneur, c'est une grande personne, un père de famille. Ouais. Et ça dit beaucoup. Donc, on travaillait sous les ordres de monsieur très aimant, qui connaît bien et beaucoup le football. Et on a passé de très bons moments. Vous le savez sans doute, nul n'était ce qui s'est passé à Dortmund. On aurait joué une série de Champions League. Donc, c'est des moments inoubliables et beaucoup de respect pour ce grand monsieur. Et justement, est-ce que tu le définirais plus comme un tacticien ou bien comme un manager qui arrive à gérer les grands vestiaires? Non, après, grand manager avec une grande connaissance de football. C'est ça qui fait ce bel entraîneur qu'il est. Ouais, c'est mêler les deux en fait. Ouais, il sait gérer le vestiaire avec toutes la pléthore de grosses têtes et de gros calibres que tu peux avoir. Et derrière ça, il comprend beaucoup le football et tacticien, comme on ne peut pas l'expliquer. Et donc moi je vais continuer, tu nous parlais tout à l'heure de Dortmund. C'est au terme d'une campagne exceptionnelle où vous sortez premier de votre groupe pour éliminer Porto en huitième. Vous êtes éliminé au bout du temps additionnel, en quart de finale retour par le Borussia Dortmund, et vous passez vraiment à quelques secondes d'une demi-finale.
Comment tu l'as vécu ça de l'intérieur à partir du moment où vous êtes éliminé? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a une sensation d'être volé. La Ouais, sensation d'être volé. Moi, je dis, on regarde quelques années en arrière, on se rend compte, on se pose les questions, on se demande comment est-ce que les arbitres et les juges n'ont pas pu signaler ces enjeux. C'était grotesque. Mais après, c'est le foot, c'est la vie, on accepte et on avance. ouais. Et avec du recul, est-ce que t'es quand même pas un peu fier de ce parcours-là? Parce qu'on s'y attendait pas, vous étiez un peu des outsiders et à la fin, vous réalisez un parcours dont on se rappellera, dont on se rappellera encore, même si vous êtes sorti en quart de finale face à une bonne équipe du Borussia, même si il y avait des décisions un peu litigieuses. C'est un beau parcours quand même. Est-ce que tu t'en es Un, fier? un peu, non, je suis fier. Je suis très fier de ce qu'on a accompli. On a, on a, on a quelque part inscrit le nom de la ville, de ce club, Malaga, dans la carte du football Ouais. mondial. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Personne ne nous voyait même participer à cette Ligue des Champions et encore moins passer la phase de poule. Donc, ce qu'on a fait, c'est grandiose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après un match comme ça, une déception comme ça, quand tu rentres dans le vestiaire, c'est quoi ton ressenti? Comment tu fais pour passer à autre chose? Non, mais tu es abattu. Tu es abattu. Mais il faut comprendre que dans la vie, quand ça dépend de toi, fais tout ce que tu peux pour que les choses changent. Mais quand ça ne dépend pas de toi, et même si tu te casses la tête contre le mur, les choses ne vont pas changer. Il faut savoir qu'il y a un lendemain et il faut déjà préparer ce lendemain. Ok, merci Ouais, une beaucoup. vraie mentalité, ça. Ouais. Carlos, nous on est trois Marocains et je sais qu'à partir de 2014, tu as joué avec Nordin Amrabat à Malaga. Est-ce que tu peux nous parler de lui? C'est un joueur très spécial pour nous. Donc, Alors, pourquoi il est spécial? Si je commence à parler de Nordine, je vais parler de Nabil que j'ai eu à Fenerbahçe, je vais parler de Atif. Ah, donc tu aimes bien les C'est Marocains? sûr. Tu aimes bien les Marocains? Et je vais parler de Moni Hamdawi, je vais Ouais, parler Ouais. bien sûr. de Mansour, je vais Ouais. parler de Ouais. Nesri, Ah, je vais allez, parler allez, de... là. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme on le disait ici chez nous, on l'appelait de temps en temps le taureau. Là-bas, c'était un bosseur, c'était un fonceur. Et il a fait beaucoup de bien à ce club, à Malaga. Et il nous a beaucoup aidé dans le vestiaire. Humainement, c'est une très bonne personne. Et, et franchement, je suis content de l'avoir côtoyé. Hein. Et plus généralement, tu parlais de Girard, de Hatif à Fenerbahçe. Quel sentiment, enfin, quand tu t'entendais toujours bien, toi, avec les Marocains dans le vestiaire en Europe? Ouais, toujours, je m'entends bien avec tout le monde. Hein. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Je m'entends bien avec tout le monde, mais il faut dire qu'avec avec Nabil et Atif, c'était plus spécial. C'est frérot, tu vois. Ouais. Ouais. On s'est retrouvés à Istanbul, on a créé ce petit groupe-là. On avait Mathieu Balbuena et après arrivé André Ayou. Slimane nous a rejoint. Benzia est arrivé. Belle petite communauté. Et franchement, comme on dit, c'était de la famille. Donc, on a gardé de très bons rapports. On est toujours en contact. Et c'est ça le plus important. C'est ce que te donne le foot. Hein. Ouais. ouais. D'ailleurs, en parlant de Fenerbahçe, tu es resté à Malaga jusqu'en 2017, puis tu t'es engagé avec Fenerbahçe. Pourquoi, quelles ont été tes motivations pour Non, rejoindre? parce que, bon, Malaga, je ne vais pas dire que c'était la fin d'un siècle. Il y a Michel qui est arrivé. Et il voulait autre chose. J'ai eu l'offre de Fenerbahçe qui est, il faut le reconnaître, si ce n'est le plus grand club turc, c'est l'un des plus grands. Ouais. Avec ce qu'il représente, que Fenerbahçe représente dans le monde du foot, je voulais connaître autre chose aussi. Continuer à rêver, pouvoir gagner des titres et vivre d'autres expériences. Et c'est pour ça que je me suis engagé avec ce club. Et je ne le regrette pas, ça s'est très bien passé. La première saison, on est sorti à un point vice-champion. On a perdu la finale de la Coupe. Très belle expérience. J'ai rencontré de très belles personnes et souvent j'y retourne en vacances avec la famille. Donc, comme quoi pour dire que les voyages nous font souvent découvrir de très belles personnes et de très beaux endroits.
Ouais. D'ailleurs, tu as joué du coup le derby de Barcelone avec l'Espagnol et tu as joué donc le derby, enfin le classique Fenerbahçe contre Galatasaray. Et comment est l'ambiance lors de ce match? Ah ben, je pense pas que ce soit comparable. Hein. Le derby catalan, c'est bien, c'est excitant. Mais les Turcs vivent la chose avec beaucoup plus de passion. Hmm. Et c'est très intense, à la limite extrême. Donc, jouer un derby, c'est comme après un derby, te sentir footballeur, dire que vraiment je suis un footballeur parce que je suis passé par cette étape. Donc, franchement, c'était des expériences très belles. Justement, on parle d'ambiance de stade. Quand tu rentres dans un stade comme ça qui est rempli de fans et que tu sens qu'il y a une tension quand même, qu'est-ce que tu ressens? De l'adrénaline, un peu de peur? Comment tu te sens avant de rentrer dans ce genre Non, c'est de d'ambiance? l'adrénaline, c'est ça qui me fait vibrer. Et moi, j'aurais du mal à jouer les stades vides. Hein. Ouais. J'aurais du mal à jouer les stades vides. C'est une connexion avec le public, c'est des échanges, c'est des défis. Et c'est ça qui nous fait vraiment pouvoir taper la main sur la poitrine et dire je suis un homme, je suis un footballeur. Ouais. Et au bout de 2 ans, tu romps ton contrat d'un commun accord avec le club turc et tu rebondis à partir de 2021 au Djibouti, à l'Arta Solar 7, club qui fait partie de lui notamment car il recrute Alexander Song, ancien du Barça, et Salomon Kalou, ivoirien, ancien de Chelsea. Qu'est-ce qui t'a convaincu de signer dans ce club? Là, c'est le coup de fil d'Alex. C'est Alex qui m'appelle, qui me dit rejoins-moi, viens vivre cette expérience. Et moi, j'avais jamais joué en Afrique. Mhm. Et encore moins dans cette zone-là. Viens vivre cette expérience. On veut se qualifier pour la Champions africaine, vivre autre chose. Et j'ai dit pourquoi pas. J'ai accepté le défi. Je remercie le président Tommy Teoro pour tout ce qu'il fait pour ce pays, pas seulement pour Artasola, pour le pays aussi, parce qu'il a apporté un grand changement. Et le fait de nous avoir fait intégrer ce pays a changé beaucoup de choses en bien. Mhm. Donc, une belle expérience. Et on a appris des choses, on a aussi apporté des choses là-bas. Et, et j'ai rencontré encore des hommes, Andia Frasako, qui est un petit frère, vraiment quelqu'un de bien, et Alain Traoré, et Dani Nouke. Et c'est vrai qu'après est arrivé Salomon Kalou, j'étais déjà parti. Mhm. Donc, c'était une expérience nouvelle, mais enrichissante. Et justement, Carlos, tu disais que t'avais jamais joué en Afrique. Comment t'as trouvé le niveau de jeu quand t'es arrivé là-bas par rapport à ce que tu avais connu Non, précédemment? il faut le dire, il est très bas. Il est Ouais, très bas, précisément dans ce pays. ouais. Il est très bas. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Chaque jour, il y a une petite évolution, mais il est très bas. Et justement, on parlait d'Afrique. Là, on a vu le parcours notamment du Maroc sur la dernière Coupe du Monde. Est-ce que toi, t'as de l'espoir en ce qui concerne le football africain et son développement dans les années futures? Bien sûr, et je suis très, très, très agréablement flatté par ce que le Maroc est en train de faire. Les gens s'arrêtent seulement sur la Coupe du Monde, Hmm. mais ne comprennent pas que c'est un travail Oui, qui a duré de longue de haleine. longues Hein. années, ouais. J'échange beaucoup avec Nabil Baha, l'ancien Ouais, joueur ouais, ouais, très de bien. Malaga, qui est Mhm. un peu dans les papiers de la PD. Ouais. Et il m'explique tout ce qui est en train de se faire au Maroc. Je dis chapeau. Et ça, c'est ce qui a encouragé, c'est des exemples à suivre. Et vous voyez aujourd'hui le Sénégal, ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai dit aux gens, ne soyez pas surpris. Ils sont arrivés dans le dernier carré, mais ne soyez pas surpris demain qu'un pays africain Ouais, soit au sacré. sommet mondial. Hein. Mm. Ouais. Et en 2022, Carlos, tu es sacré champion du Djibouti et tu changes de club après, tu vas signer en Andorre. Pourquoi ce choix-là? Non, parce que bon, l'aventure djiboutienne étant terminée, Ouais. je voulais retrouver l'Europe, être plus près de la famille. Et c'est vrai, comme ça, par le contact d'un ami, j'ai eu l'appel d'Andorre. Et bon, j'ai dit, vu la période, pour ne pas rester inactif, pourquoi pas? Mhm. C'est toujours une autre expérience. Et continuer à remplir euh, le petit calepin de connaissances. Donc, j'ai accepté, j'y suis allé.
Et bon, l'année est finie. Ils auraient voulu que j'y retourne, mais je pense que pour moi, c'était pas, vu mes ambitions, Ouais. ce n'était pas adapté et j'ai préféré passer à autre chose. Tu joues actuellement à Antequera en troisième division espagnole où tu relèves un nouveau défi. Comment ça se passe dans ce club qui est juste à côté de Malaga, je pense? Ça se passe très bien. Comme quoi, je suis un homme de défis. J'adore les défis et des expériences. Donc, tu joues avec la même motivation du premier jour. C'est une division loin d'être ce que j'ai connu pendant 20 ans, mais ça reste toujours une période d'apprentissage et de progression. Le club est en train de surprendre beaucoup de personnes parce que c'est l'un des plus petits budgets de la catégorie. L'année dernière, c'était déjà le cas en quatrième division. Ouais. Ils sont montés en troisième division et là, ils sont quatrième déjà en zone de play-off avec une possibilité de jouer un match de coupe. Et les 32e dans 2 semaines. Donc, c'est un bon petit club qui veut grandir et qui profite de son moment de gloire. Donc Carlos, avant de clôturer cette interview, j'aimerais te poser quelques questions d'ensemble sur ta carrière. Quel a été ton meilleur et ton pire souvenir au cours de ta carrière? Meilleur, franchement, je vous parlerai des Jeux Olympiques. Ouais. Meilleur. Après, puis franchement, il n'y a pas un moment où je dirais j'ai détesté, parce qu'on apprend de tout. Vous savez, quand vous êtes attaché à des gens, les quitter, c'est difficile. Ouais. Ma séparation avec l'Espagnol, ça a été douloureux. Avec Malaga, c'était pareil. Fenerbahçe, je suis parti, même si on s'est séparé d'un commun accord. Il y a quelque chose, plus Fenerbahçe. Plus Fenerbahçe parce que je suis parti avec la sensation de n'avoir pas prouvé et de n'avoir pas apporté ce que je pouvais faire. Ouais, avec une petite rancœur. Ouais, c'est un peu ça. Et Ok, donc moi, je vais te poser aussi une question. En fait, on sait que tu as joué, voilà, t'as eu une longue carrière et tu as joué un peu dans ce qu'on appellerait nous aujourd'hui l'âge d'or du football, là où il y avait l'affrontement Messi, Ronaldo. Et est-ce que à ce moment-là, j'aimerais savoir quel a été le meilleur coéquipier que tu as eu déjà et quel a été le meilleur adversaire que tu as affronté durant toute ta carrière? Non, en coéquipier, on ne va pas manquer de respect à tout ce qu'on a eu parce que tous nous ont été importants. Je le disais encore ce matin aux jeunes d'Antequera. Sachez que dans ce vestiaire, tous vos coéquipiers sont des frères et sont des alliés de guerre pour vous. Ils sont tous importants. Aujourd'hui, que c'était un mois de temps de jeu, ne les sous-estimez pas, donnez-leur votre respect et votre soutien parce que vous aurez toujours besoin d'eux. Dans mes équipes, j'ai eu des très, très bons joueurs. Même ceux qui pensaient être moins bons étaient très importants. Après, en qualité, il faut le dire à l'espagnol, j'ai connu quelqu'un comme De La Peña qui était un génie, c'est autre chose. Et Néné qui est arrivé après. Et je suis arrivé à Malaga, j'ai trouvé Cazorla, Isco, Toulalan qui n'était pas un génie de ballon, mais qui a battu un travail de monstre. Donc, c'est des joueurs dont on a besoin dans des équipes, on ne peut pas s'en passer. Vous voyez un peu la différence entre un bon joueur de ballon et quelqu'un qui fait un travail dans le noir. Un peu le style Makelele à l'époque, en sélection. C'est un peu le poste. Donc, un peu, tu vois, même dans l'équipe marocaine, tu vois le jeune Amrabat, je crois que c'est Sofiane, le travail qu'il a là-bas. On va voir Ziyech quand il va faire une passe en coup franc, mais on parlera moins du travail d'Amrabat, tu vois. Alors qu'il est tout aussi important. Mais parlons des adversaires, il y a eu des générations de monstres. Je vais te parler je suis arrivé à 20 ans, j'ai eu en face de moi Ronaldo, Zidane, Figo, imagine. Donc, et tous ceux qui sont venus derrière, Messi, Ronaldinho, et Eto'o, et tous ces gens-là. Donc, ça a toujours été en face des monstres. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que
un est au-dessus et d'autres sont restés derrière. Et t'as affronté Léo Messi et Cristiano Ronaldo pendant très longtemps en Espagne. Et moi, j'aimerais te demander, quand on est gardien et quand on affronte ce genre de joueurs qu'aujourd'hui on estime comme les meilleurs joueurs de l'histoire, qu'est-ce que tu ressens avant d'aller et te combattre en vrai? C'est un peu un combat que tu vas devoir Non, mener mais contre eux sur le terrain. franchement, je ne sais pas si les autres le prennent comme moi. Moi, j'ai toujours dit, contre les soi-disant meilleurs, tu n'as rien à perdre. Ouais. Ouais. Tout le monde sait que tu vas prendre une raclée. Alors que si tu es un nul, tu es un héros. Donc, j'ai toujours pris la chose avec cette tranquillité-là, ne pas me mettre une pression supplémentaire parce qu'elle existait déjà et de profiter de mon moment. Et je pense que ça m'a toujours souri. Ok. Et pour toi, qui est le meilleur des deux? Non, avec tout le respect que j'ai les deux, je ne pourrais te dire qu'un est meilleur que l'autre. C'est des joueurs différents. C'est des joueurs différents qui jouent à des postes différents et qui ont accompli de très belles choses. Et chacun dans son registre. Après, comme on parle de qualité, tu as quelqu'un comme Léo qui est un génie né, tu as Cristiano pour ne pas dire qu'il n'est pas né avec des qualités, mais qui a démontré qu'à base de travail et beaucoup de sacrifices, on peut arriver au sommet. Donc, c'est un maximum de respect pour les deux et je ne peux vous dire que je prends un, je laisse l'autre. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si tu suis le foot encore attentivement, mais moi, je ne comprends pas, et peut-être que toi, vu que tu as été professionnel et que tu es dans le milieu, tu sais mieux que nous, comment ça se fait que le foot ait autant régressé techniquement ces dernières années? Je pense, je pense avec ma modeste petite expérience que on a perdu la créativité, on a perdu les génies. Le foot est devenu tellement tactique et instrumentalisé que tout se joue à des millimètres, des trucs. On n'a plus des joueurs inventifs à qui on donne le ballon dans une certaine zone, on dit fais ce que tu sais faire et que tu peux faire. Donc, on a vu, il y a très peu de gens aujourd'hui où on lance un ballon en l'air, on dit demain, toi, tu fais un contrôle à la Zidane, ça restera Zidane, hein? Oui. Ou un contre un de Figo sur le côté, le coup de pied de Roberto Carlos, où il sort ça, un aîné qui est à même de dribbler 4 joueurs dans une cabine téléphonique. Il n'y a plus ça. Si les joueurs, on prend même un joueur de ce type de registre-là, on l'amène dans un système où on l'amène à défendre quand le latéral monte parce qu'il joue sur le côté. Tu vois, avant, les défenseurs, les milieux défensifs étaient des sacrifiés. Ils faisaient le sale boulot, ils donnaient le ballon aux joueurs créatifs qui inventaient. Et ça n'existe plus. Je pense que c'est ça, peut-être, qui est à l'origine aujourd'hui de cette baisse-là. Et justement, en parlant de baisse de qualité technique, on a Carlo Ancelotti qui était dernièrement en conférence de presse et qui parlait de la responsabilité des coachs par rapport à ce phénomène-là. Est-ce que toi, tu penses que les coachs sont les principaux responsables de cette régression technique dans le football? Ah, bien sûr, si ce ne sont pas les coachs, c'est qui demande aux joueurs comment se positionner et comment faire. Vous voyez Isco, Ouais. Ouais. j'ai fait une interview en début de saison, j'ai dit vous allez prendre les jeux. Ce garçon va se donner, il va prendre plaisir. Ah non, tu penses, ça fait 1 an qu'il ne joue pas. Non, j'ai dit, je le connais. Et il a retrouvé un coach qui le connaît. À Madrid, il jouait sur le côté et il se retrouvait tout le temps à défendre sur l'ailier ou le latéral. Ouais. Aujourd'hui, le Betis, il est électron libre Il est libre. et regardez les matchs qu'il fait. À un moment donné, vous devez connaître la qualité du joueur que vous avez, ce que vous attendez de ce joueur, ce qu'il peut vous donner et composer tactiquement autour. Ce sont les coachs qui sont responsables de tout ça. Et Carlos, deux petites questions avant de terminer. Une qui m'est venue en t'écoutant. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que tu aimes transmettre et que tu es quelqu'un qui est vraiment passionné par le football. Et ma question, c'est est-ce que tu envisages pour l'après-carrière de devenir coach? Franchement, tu l'as très bien dit, très belle analyse. J'adore transmettre. Et quand je me retrouve quelque part et je vois des choses que je ne peux pas m'impliquer, je ne peux pas échanger pour que ces jeunes puissent gagner en quelque chose, ça me fait du mal.
Ouais. J'arrive pas à dormir. J'aime transmettre, j'aime partager. Après, aujourd'hui, devenir coach, c'est dans quel registre il faut... Je suis toujours très objectif. Je suis pas quelqu'un de pessimiste. Ouais. Mais c'est pas évident. C'est dans quel registre, c'est là comment. Donc, c'est un peu ça. J'ai passé beaucoup d'années à faire beaucoup de sacrifices en tant que joueur et pour pouvoir profiter aussi après et m'épanouir. Je ne veux pas dire que les coachs ne s'épanouissent pas, mais je verrai bien ce que je ferai après. Et justement, est-ce que toi, en tant que coach, tu ferais primer un peu la liberté des joueurs au niveau tactique? Est-ce que tu les laisserais un peu s'amuser sur le terrain? Ils doivent s'amuser. On peut s'amuser en courant, on peut s'amuser en défendant, on peut s'amuser. Il faut toujours prendre du plaisir. Il faut toujours prendre du plaisir. Le foot, ça reste un jeu, hein. Mais un jeu qui est parfois organisé et il faut toujours une discipline. Mais moi, je dis, dans une équipe, tu ne peux ne pas construire battre une équipe sans avoir des joueurs créatifs comme Isco et consorts qui sont capables de faire de très belles choses et aller un geste déséquilibrer une défense et faire une très belle passe de but. Donc, je pense que le domaine offensif d'une équipe a besoin de créativité et ça, il faut laisser les gars se mouvoir. Et Carlos, question traditionnelle de fin d'émission. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui nous écoutent et qui rêvent de faire carrière comme toi dans le football? De ne jamais arrêter de rêver, de croire qu'avec beaucoup de travail et de sacrifice, tout est possible. Ouais. Tout est possible. Et que la vie ne sera pas toujours belle. Il y aura des beaux moments et surtout des moments difficiles. Et c'est ces moments, les superants et les supersons qui permettront à ces jeunes-là aujourd'hui d'atteindre ce qu'ils aimeraient être. Eh ben merci Carlos, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était très bien, j'espère que t'as aimé et je te dis à la prochaine, j'espère. J'ai aimé et je vous remercie. Hein. Merci Carlos, c'était un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Oui. Au revoir Carlos. Au revoir Carlos. Au revoir. Eh bien les amis, j'espère que vous avez aimé autant que nous. Moi je trouvais ça très intéressant, surtout la fin, la discussion tactique. Yanis, Camille, merci. Merci à toi Nouri, merci à toi, toujours un plaisir. Comme d'habitude. Eh bien moi je vous laisse les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Grand Paris. Ciao. Ciao les gars.